시작해요? 네. 시작해요. Bien. Bonsoir à tous. Avant de vous présenter la soirée, je vais vous faire un peu le petit sommaire de ce qui va se passer. Tout d'abord, Annie Terrier, Noël Dutré et M. Kim Yoon-jin vont venir nous dire quelques mots. Et puis ensuite, je présenterai à la fois les auteurs, leur travail, et puis je leur poserai quelques questions, 3 questions à chacun, et pour terminer avec une 4e question qui sera commune à tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'abord de venir ici pour écouter des jeunes voix de la littérature coréenne. En représentant de l'Institut de la littérature coréenne, je vais vous remettre le message du directeur, M. Kim Song-gon. Alors, je vais lire le message. Si je lis bien ou mal, vous pourrez vérifier à la page 1 de la brochure que vous avez. Voici le message. C'est pour moi un grand plaisir de présenter cette série de rencontres littéraires qui ont lieu en France en ce début d'automne. Je ne peux m'empêcher de penser aux filles mortes chantées par Juliette Gréco. Comme nous le savons, la France ne se contente pas de publier des livres à succès, elle continue de présenter à son lectorat des livres aux ambitions littéraires et artistiques. Je n'ignore pas la passion que les Français portent à la littérature. Les Coréens eux aussi chérissent la littérature. En Corée, il n'est pas rare qu'un roman ou qu'un recueil de poèmes devienne un best-seller. Ici en Corée, la littérature française est depuis longtemps à l'honneur. Nous lisons les plus grands écrivains français. Par exemple, Duras, Hugo, Camus, Sartre, Saint-Exupéry, Malraux, Gide, etc. Nous sommes heureux d'apprendre par ailleurs que le nombre de jeunes Français qui souhaitent étudier le coréen augmente de façon spectaculaire, cela grâce notamment au succès de la culture K-pop. Je formule ici le vœu que cette 4e édition de ces rencontres littéraires permette à un public aussi large que possible de découvrir la richesse de la littérature coréenne contemporaine. Puissent la France et la Corée du Sud renforcer leurs liens d'amitié grâce aux échanges culturels et grâce à l'amour de la littérature. Merci. À mon tour de céder aux remerciements, plus rapidement peut-être, parce que tout a été quasiment dit. Tout d'abord, évidemment, la Fondation KLTI, sans laquelle ces rencontres n'auraient jamais eu lieu. Nous en sommes à la 4e édition. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Et donc, je remercie à nouveau le KLTI et M. Kim Yoon-jin. Et puis, bien sûr, Annie Terrier, qui nous accueille chaque année. Elle sort de la fête du livre, elle est très fatiguée, mais malgré tout, elle a quand même bossé pour que nous soyons encore là ce soir. Et puis aussi Noël Dutré, qui est le soutien de la première heure des études coréennes. Ça remonte à 10 ans, on en parle publiquement à Aix-en-Provence depuis 4 ans, et puis en France aussi, mais c'est 10 ou 12 ans de labeur que nous avons mené ensemble. Donc, cher Noël, merci de ton soutien. Et puis un petit clin d'œil à Patrick, qui doit se cacher quelque part, des Écritures croisées. C'est l'homme le plus facile avec lequel j'ai travaillé. C'est toujours OK avec lui. Je voudrais le remercier. Je ne sais pas où il est. Patrick, merci. Où il est? Il est là. Nous arrivons donc à ces 4e rencontres. La première, en fait, avait commencé dans une manifestation ici, que certains d'entre vous ont peut-être suivi, qui s'appelait l'Asie, tout un roman, où à cette période-là, c'était, me semble-t-il, en 2009 ou 2008, 2009, nous avions présenté des auteurs de la maturité, des auteurs comme Lee Seung-woo, Kim Yong-ha, et puis ensuite, plus tard, Wang So-kyung ou Shin Kyung-suk, par exemple, ou encore Jo Kyung-nan ou Lee In-sung, l'année dernière. Et cette année, nous avons voulu vous présenter une nouvelle facette de la littérature coréenne avec ce qu'on appelle les jeunes auteurs. Alors, ils ne sont pas si jeunes que ça quand même,
Il y a encore plus jeunes en Corée, comme ailleurs, mais en tout cas, il est convenu de les appeler la jeune génération. Alors pourquoi la jeune génération, en dehors de leur âge? Tout simplement parce qu'ils renouvellent une certaine vision de la littérature coréenne. Vous savez que, comme il y a beaucoup d'étudiants de l'université d'Aix-Marseille, bon, ils ont fait les cours d'histoire, ils savent bien où on en est. C'est un pays qui a eu un siècle très douloureux et inévitablement, la littérature coréenne a été marquée par ce siècle douloureux. Sauf que lorsqu'on est jeune, on n'est pas forcément titulaire de cette histoire-là, ce qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs, car si on n'a pas connu l'histoire, eh bien, paradoxalement, on est aussi orphelin de cette histoire. Et si les auteurs, que j'appelle les auteurs de la maturité, ont fait de l'histoire une grande partie de leur thème d'influence et de leur source d'influence, eh bien, ces jeunes auteurs, eux, renouvellent complètement la vision de la littérature en utilisant des thématiques et des influences complètement modernes qui sont ce que j'appelle moi des sources d'influence mondialisées. Un peu partout dans tous les pays, nous avons ce type de sources autour des questions de l'urbanisation, de l'insécurité, du chômage, du sens de la vie, du délitement des institutions, de la famille, etc., etc. Et donc, avec moi ce soir, nous avons 4 écrivains parmi les plus connus de Corée, de la jeune génération. Ils ont tous à leur actif de multiples livres en coréen, mais par contre, pour 3 d'entre eux, c'est leur première publication en France, tandis qu'à ma gauche, Han Yu-ju, qui est en résidence d'écriture à Aix-en-Provence jusqu'au mois de décembre, sera certainement publié l'année prochaine, en fin 2013, je l'espère. Voilà. Donc ce soir, je vais vous présenter, alors pour le petit sommaire, parce que j'oublie toujours, on fait la soirée ici avec les auteurs, et puis ensuite, cette soirée sera entrecoupée de lectures de textes que fera notre ami Pete Goder au fur et à mesure. Puis nous aurons à la fin de la soirée un petit cocktail à l'étage supérieur. Vous avez la table de la librairie Goulard, que je remercie au passage d'être toujours fidèle à nos manifestations. Et en fin de compte, pour ceux qui voudront, il y aura la possibilité de faire signer votre livre par les auteurs. Alors, un petit conseil, marquez votre nom en lettres occidentalisées. C'est beaucoup plus facile pour signer les autographes. Comme ils savent tout, on n'a pas besoin de traduction. Alors. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet avec, à l'extrême droite, au moins pour la table, Kim Il-han. Kim Il-han qui a commencé sa carrière littéraire dans les années 2000 en obtenant immédiatement plusieurs prix littéraires. Et elle a été récompensée par un prix particulièrement prestigieux que vous trouverez dans le livret. Et c'était la plus jeune auteure à recevoir ce prix prestigieux. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de remous à cette époque sur le fait qu'on attribuait un prix comme ceci à une si jeune auteure. Alors le monde littéraire de Kim Il-han, peut-être vous allez le découvrir dans cet ouvrage-là, qui s'appelle « Cours, papa, cours ». C'est un monde où, en règle générale, les situations qui sont abordées sont toujours des situations relativement tragiques, mais toujours décrites avec un humour absolument débridé. Si vous avez l'occasion de feuilleter ces quelques pages, inévitablement, vous êtes pris par un fou rire qui s'arrête difficilement parce que elle est une représentante de la jeune littérature coréenne qui travaille dans ce recueil-là sur les questions du délitement de la famille. Vous savez qu'en Corée, la famille, ça représente une institution massive, très forte, avec le poids d'un père absolument omniprésent, sauf que depuis 20 à 30 ans, cette place du père s'effrite petit à petit, et inévitablement, ça provoque ce qu'on pourrait appeler une recomposition familiale. Alors, avec Kim Il-han, dans ses œuvres, elle n'est pas à reprocher finalement à cette famille de se déliter ou à ce père de ne plus occuper le statut qu'il avait dans le passé. Il n'y a pas d'acrimonie, il n'y a pas de revanche,
il n'y a pas de reproche qu'elle fait, simplement, elle mélange constamment à la fois l'ironie, l'humour et au fond quand même une vision extrêmement sentimentale de ce père régulièrement absent. Vous avez rapidement compris que le titre « Cours, papa, cours » est à lui seul tout un programme. Alors pour qu'on rentre dans ce monde littéraire, je vais demander tout de suite à Pete Godder de nous faire la première lecture et puis ensuite je questionnerai Kim Elan. 아버지의 애원과 짜증과 허세는 며칠 동안 반복되었다. 그러자 어머니도 아버지가 가여운 생각이 들었고 어쩌면 그날만은 평생 이 남자의 하중을 견디며 살아보고 싶다는 생각을 했는지도 몰랐다. 결국 어머니는 아버지를 허락했다. 단 지금 당장 피임약을 사와야만 한 이불을 덮겠다는 단서를 달고. 아버지가 뛴 것은 그때부터였다. 아버지는 달동네 맨 꼭대기에서부터 약국이 있는 시내까지 전속력을 다해 뛰었다. 오줌 마려운 듯 벌개진 얼굴로 아버지는 입이 찢어져라 웃었고 아버지를 보고 놀란 개가 짖자 온 동네 개들이 일제히 짖어대기 시작했다. 아버지는 뛰고 또 뛰었다. 상기된 얼굴로 장발을 휘날리며 계단을 넘고 어둠을 가르며 바람보다 빨리. 아버지는 허겁지겁 뛰어가다 연탄재에 발이 걸려 넘어지고 말았다. 온몸에 하얀 재를 뒤집어 쓴 아버지는 그 즉시 벌떡 일어나 지금 달려가고 있는 곳이 훗날 어디를 향하게 될지도 모른 채 죽어라 뛰어갔다. 아버지 생에 그때만큼 빨리 뛰어본 적이 있을까? 나는 아버지가 어머니를 안기 위해 달동네를 단숨에 뛰어내려가는 상상을 할 때마다 아무것도 보지 못하고 들리지 않았을 아버지에게 아빠 보기보다 잘 뛰네 라고 소리치고 싶어진다. 아버지는 그날 너무 급하게 달려오느라 피임약의 복용법도 자세히 알아오지 않았다고 한다. 어머니는 하얀 재를 뒤집어 쓰고 온 아버지에게 몇 알씩 먹는 게 맞는지 물었고 아버지는 2알이라고 했던 것 같은데 라고 말하며 머리를 긁적거렸다. 어머니는 그 후 몇 달간 피임약을 하루 2알씩 꼬박꼬박 챙겨 먹었다고 한다. 그 몇 달간 하늘이 노랗고 구역질이 나는 게 어쩐지 이상했다고. 그랬던 어머니가 약사에게 물어 피임약을 한 알로 줄이고 양동이에 어물을 깨뜨려 달빛으로 뒷물을 하고 그 차가움에 소스라치며 약 먹는 걸 까먹기도 했던 어느 날 어머니는 임신을 했고 아버지는 어머니의 부풀어 오르는 배를 보고 얼굴이 점점 하얘지다가 아버지가 되기 전날 집을 나가 그 후로 다시는 돌아오지 않았다. 달리기는 시대와 장소를 불문하고 가장 인기 있는 스포츠라고 한다. 달리기는 심폐에 적절한 자극을 주어 심폐지구력을 향상시킬 수 있는 전신운동으로 걷기와 뛰기의 복합된 형태로 이루어졌다고 한다. 달리기는 특별한 기술이나 고도의 스피드를 필요로 하지 않으며 장소나 기후에 구애받지 않는다는 장점을 갖고 있다고 한다. 그리고 무엇보다도 달리기는 강한 지구력을 필요로 하는 운동이라고 한다. 다른 것은 잘 모르겠다. 다만 나를 떠난 사람이 나를 떠난 곳에서 오래 달리고 있는 이유를, 그 힘을 어떻게 받아들여야 할지 모르겠다는 생각이 든다. 아버지는 달리기를 하러 집을 나갔다. 나는 그렇게 믿기로 했다. 전쟁터에 나간 것도 다른 아내를 원한 것도 어느 나라 사막에 송유관을 묻으러 간 것도 아니라고. 다만 집을 나갈 때 시계는 챙겨가지 않은 모양이라고. 내겐 아버지가 없다. 하지만 여기 없다는 것뿐이다. 아버지는 계속 뛰고 계신다. 나는 분홍색 야광 반바지 차림의 아버지가 지금 막 후쿠오카를 지나고 보르네오 섬을 거쳐 그르니치 천문대를 향해 달려가고 있는 모습을 본다. 나는 아버지가 지금 막 스핑크스의 왼쪽 발등을 돌아 엠파이어 스테이트 빌딩의 110번째 화장실에 들러 이베리아 반도의 과다라마 산맥을 넘고 있는 모습을 본다. 나는 깜깜한 어둠 속에서도 아버지의 모습을 잘 식별할 수 있는데 그것은 아버지의 야광 바지가 언제나 반짝이고 있기 때문이다. 아버지는 뛴다. 물론 아무도 박수 쳐주지는 않았을 것이다.
Tour à tour, il se montra irrité, vantard ou suppliant. Au bout de quelques jours, celle qui n'était alors que sa petite amie le prit en pitié, sans se douter ce jour-là qu'elle aurait à le supporter toute une vie. Finalement, elle succomba, mais à la condition d'aller sur le champ acheter un médicament contraceptif. C'est depuis ce jour que papa court. Comme un dératé, il dévalait les pentes du quartier populaire où il habitait pour rejoindre une pharmacie du centre-ville. Le visage aussi empourpré que s'il réprimait une envie d'uriner, il riait à gorge déployée au point de déclencher sur son passage les aboiements d'un chien apeuré, bientôt imité par les autres chiens du quartier. Il courut encore et encore, plus rapide que le vent, le visage en feu, ses longs cheveux en bataille. Franchissant les marches d'escalier, il fendit les ténèbres. Il courait si vite qu'il finit par trébucher sur des briquettes de charbon consumées et oubliées là au milieu de la route. Couvert de cendres, il se releva prestement et courut à nouveau, à perdre haleine, sans bien savoir où le mènerait cette course. Avait-il déjà couru aussi vite une seule fois dans sa vie? Lorsque j'imagine mon père quitter à la hâte ce bidonville en rêvant d'étreindre maman, j'ai envie de crier à ce père qui ni ne voit ni n'entend « Papa, tu cours bien mieux que tu en as l'air !» Maman me dit que dans sa précipitation, il oublia de se renseigner sur le mode d'emploi de la pilule. Quand elle demanda à papa, cendré jusqu'aux cheveux, combien il fallait prendre de pilules, il se gratta la tête et hasarda une réponse. « Je crois me souvenir qu'il faut en prendre 2. » Elle me confia avoir pris 2 pilules par jour plusieurs mois durant. Elle ajouta qu'elle doutait de la posologie car pendant cette période, elle ressentait des nausées et des troubles de la vision. Suivant la prescription d'un pharmacien, elle en prit une seule. Mais au cours d'une toilette intime au clair de lune, l'eau était si froide qu'elle oublia de prendre le contraceptif quotidien. De sorte qu'elle fut enceinte. Son ventre enflait et son homme blêmissait chaque jour un peu plus, au point qu'il la quitta la veille de ma naissance pour ne plus jamais revenir. De tout temps et en tout lieu, la course à pied est un sport les plus appréciés. C'est un sport complet, un genre constitué de marche et de vitesse qui permet d'accroître l'endurance cardio-pulmonaire en stimulant adroitement les organes concernés. En outre, la course n'exige ni technique particulière, ni vélocité, ni conditions de terrain ou de climat. Elle suppose d'avoir surtout une grande résistance. C'est tout ce que j'en sais. J'ignore toutefois pour quelle raison celui qui m'a délaissé court obstinément, pas plus que je ne sais m'y résigner. Mon père nous a abandonnés pour courir. J'ai adopté cette vision. Il n'était pas parti pour la guerre ou pour une autre femme ou encore pour installer un oléoduc dans un désert inconnu. Mais le plus inquiétant était qu'il n'avait pas emporté sa montre. Je n'ai pas de père. Plus précisément, il n'est pas là, auprès de moi. Il court. Je le vois en Bermuda fluo, en provenance de Fukuoka, traverser l'île de Bornéo et se diriger vers l'observatoire astronomique de Greenwich. Je le vois contourner la patte gauche du Sphinx, aller aux toilettes du 110e étage de l'Empire State Building et franchir la chaîne de Guadarrama dans la péninsule ibérique. Je pourrais le reconnaître même dans l'obscurité des ténèbres, tant son short flamboie. Papa courait, mais personne ne l'applaudissait. On le voit tout de suite, ce texte est à la fois tragique et bordé d'humour, en quelque sorte, un humour qui met à distance la souffrance de ce personnage, de cette jeune fille dont le père court constamment
pour échapper à quoi? On le découvrira peut-être un peu plus tard dans la nouvelle. Et quand on regarde l'ensemble des autres microfictions de ce texte-là, dont une partie paraît seulement aujourd'hui, une autre partie paraîtra plus tard, eh bien on découvre qu'il y a une thématique, une structure souterraine à toute cette œuvre-là, c'est-à-dire au fond et quand même toujours des situations qui sont marquées à la fois par le drame et par l'humour, comme si les deux étaient absolument indissociables l'un de l'autre. C'est donc la première question que j'ai voulu poser à Kim Yaran en lui demandant, en lui posant la question suivante. Votre livre raconte beaucoup de rencontres ratées ou inabouties, et nous sommes régulièrement au bord du rire, mais aussi des larmes. Est-ce que vous vous définissez comme un auteur qui aime avant tout provoquer des sentiments contradictoires chez le lecteur? 제 소설 안에 웃음이나 슬픔이 멀리 떨어져 있지 않고 서로 손잡고 사이좋게 다녔으면 좋겠다라고 늘 생각을 했어요. 그래서 슬픔이 한없이 가라앉으려고 할 때 웃음이 그거를 이렇게 잡아 끌어올려주고, 또 웃음이 한없이 가벼워지려고 할 때 또 슬픔이 그걸 끌어내려주고, 그 둘 사이의 균형을 맞춰줬으면 좋겠다라고 생각을 했습니다. 그 두 개의 힘이 서로를 반대 방향으로 끌어당길 때 소설 안에 빈 공간이 생기는데, 바로 그 공간이 독자들의 감정이 모이는 장소가 아닐까라고 생각합니다. Oui, c'est vrai. Dans mes œuvres, je ne peux pas que le rire et la tristesse soient séparés l'un de l'autre. Mais plutôt, je voudrais que ces deux sentiments contradictoires se promènent toujours ensemble en se tenant par la main en bonne relation. Et lorsque nous glissons dans une infinie tristesse, le rire doit intervenir pour nous en sortir. Et lorsque le rire nous rend légers à l'infini, il est bon que la tristesse intervienne pour nous calmer aussi. De cette façon, je veux que les deux émotions soient équilibrées. Pendant que chacune de ces forces tire de son côté, c'est-à-dire dans un sens opposé, un espace vide apparaît. Et je crois que c'est dans cet espace vide que le sentiment du lecteur peut jouer. J'ai justement une autre question sur le style qui va avec. Dans une autre nouvelle qui s'appelle Le poisson de papier, le personnage narrateur se pique d'écriture, mais il écrit sur des post-it qu'il colle sur le mur de la chambre qu'il vient de louer. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner, je ne raconte pas la suite évidemment. Alors j'ai envie de demander à Kim Yaran la chose suivante. Dans cette nouvelle, Le poisson de papier, le narrateur écrit sur des post-it, et votre style est justement souvent fait de phrases courtes au rythme très rapide. Est-ce que les sentiments profonds que vous décrivez s'accordent mieux, selon vous, à ce type d'écriture? 그 문장의 길이랑 상관없이 결국은 그 작품의 성격에 가장 잘 어울리는 문장이 좋은 문장이라고 생각하는데요. 말씀하신 것처럼 개인적으로는 좀 짧고 밀도 있는 문장들을 좋아하고요. 그게 그 예쁜 단어나 표현 때문이 아니라 그 문장과 문장 사이의 긴장 때문에 혹은 문맥 때문에 아름다워지는 문장을 쓰고 싶다는 바람을 갖고 있습니다. 이렇게 비유를 들자면 눈 덮인 크레바스처럼 이렇게 평평한 줄 알고 평면인 줄 알고 이렇게 따라 걸어갔는데 발이 푹푹 빠지는, 그래서 몸은 추락하는 느낌이 드는데 정신은 고양되는 것 같은 그런 글을, 문장에 대한 동경을 예전부터 갖고 있었고요. 아마 그런 문장에 대한 전통은 뭐 조선의 시조나 일본의 하이쿠나 뭐 중국의 한시나 그런 데에서도 찾아볼 수 있지 않나 라고 생각해요. Et je pense que quelle que soit la longueur des phrases, les meilleures phrases sont celles qui s'accordent les mieux avec la nature d'une œuvre concernée.
Comme vous le dites, je préfère pour ma part les phrases courtes et denses. Je voudrais toujours écrire dans la tension entre les mots, la tension entre les phrases et la tension dans le contexte, et plutôt que d'essayer de produire des jolis mots ou de belles expressions. Et je vais prendre un exemple. Depuis longtemps que je rêve de phrases qui peuvent donner la sensation que le corps chute et que par contre, curieusement, l'esprit s'exalte. C'est la même sensation qu'on peut avoir lorsqu'on marche sur la neige. Du coup, les pieds s'enfoncent profondément dans la neige, tout en ignorant la crevasse qui se cache sous la neige entassée. On pourrait trouver une filiation, évidemment, de cette écriture avec la poésie traditionnelle de Joseon qui s'appelle Shijo, ou la poésie chinoise Hanji, ou bien la poésie japonaise Haiku aussi. Je poursuis mon questionnement autour de cette figure du père absent dans une autre nouvelle qui s'appelle Un signe d'affection. Un père a oublié son enfant. Alors l'a-t-il oublié? On ne sait pas bien, en tout cas je ne le dis pas. Il a oublié son enfant dans un parc, dans un jardin public. Et évidemment, cet enfant va à 20 ans dans la nouvelle et cet oubli continue de le marquer. Et je voudrais poser à Kim Helen la question suivante. Elle a écrit sur la place du père dans la famille et ce père n'a jamais une image très glorieuse. Mais finalement, et paradoxalement, est-ce qu'elle n'a pas allégé la conscience de tous les pères de Corée? 인물을 그릴 때 이렇게 나쁜 사람보다는 좀 못난 사람한테 시선이 자주 갔던 편이고요. 그래서 이 소설에 나오는 아버지들도 좀 어딘가 모자라고 우스꽝스러운 아버지들이 많이 나와요. 그래서 개인적으로는 좀 근사한 아버지, 멋있는 아버지도 좋지만 단편 안에 웃기는 아버지를 써보고 싶다는 욕구가 있었고요. 그리고 그게 제 나름대로 아빠들에 대한 연민과 애정을 드러내는 방식이었던 것 같아요. 그래서 이렇게 아빠랑 친해지고 싶은데 가서 불쑥 껴안기, 그러니까 포옹하기는 쑥스러우니까 그 주위를 계속 맴돌면서 일단 좀 까불어보자라는 마음이 있었고요. 아빠랑 친구가 되려면, 아버지를 친구로 삼으려면 일단 아빠를 어리게 만들어야겠다 생각도 했습니다. 그리고 또 참고로 한국에서는 그 97년도에 외환위기 이후로 실업자들이 많이 생겨서 아버지의 위상이 낮아져서 그게 소설에 반영됐다라는 해석도 있었어요. 그래서 조금 그렇겠구나 하는 부분도 있고, 개인적으로는 한국 엄마들이 잘 그러는데 자식들 앞에서 아버지 욕을 많이 하세요. 그래서 저희 아버지도 이렇게, 저희 엄마도 이렇게 흉을 많이 보셔서 그런 영향도 조금 받았습니다. Et quand je décris un personnage, je penche le plus souvent vers un portrait de, entre guillemets, raté, quelqu'un de pas très reluisant, mais pas quelqu'un qui serait mauvais. Dans ce recueil de nouvelles, les pères ont l'air ridicules, un peu idiots, mais autrement dit, il leur manque une case. Bien sûr, les pères merveilleux, c'est toujours très bien, mais j'avais le désir d'écrire à propos d'un père qui fait rire et un père aussi qui est rigolo. Il semble que c'est ma façon très personnelle d'exprimer l'aimer, l'amour et la passion pour le père. Même si les autres personnages veulent être dans l'intimité de ce père, ils sont trop timides pour embrasser soudainement ce papa en se jetant dans ses bras. Alors donc j'avais une idée de les faire tourner autour de ce père inabordable, de les faire folâtrer autour de lui. Alors en plus, je voulais rendre papa un peu enfant ou bien un peu naïf, mais pour devenir son ami. Mais enfin, je voudrais ajouter un mot. La crise économique de 1997 en Corée a provoqué un grand chômage.
Mais du coup, le statut des pères coréens, évidemment, on a pris un coup. Et certains ont trouvé que cet aspect social s'est reflété dans mes textes. Mais de toute façon, c'est dans une famille coréenne, il y a des mamans, de temps en temps, qui critiquent devant les enfants à propos de leur mari, voilà, les papas. Donc, mais justement, c'est mon cas. C'est ma mère, de temps en temps, elle est exprimée mécontentement auprès de son mari, de son père. Alors, on dirait que je suis bien influencée par ma mère. Oui. Bien entendu, on aura la possibilité à la fin de la séance de poser des questions à tous les auteurs et donc à Kim Hee-ran, mais là je suis obligé de galoper parce qu'on m'a dit sois prudent avec la montre. 감사합니다. 감사합니다.